Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, lors d'une précédente interview, vous nous disiez tout le bien que vous pensiez des émergents et de leur potentiel à 18-24 mois. Et lorsque je vous ai interrogé à propos de la Chine en disant il y a un ralentissement là-bas, vous avez été plutôt nuancé, vous avez dit finalement ce n'est pas un sujet d'inquiétude, ce ralentissement il est plutôt maîtrisé. Très bien. Mais ralentissement, il y a. Alors du coup, dans vos portefeuilles, est-ce que la Chine occupe encore une place importante? Alors, la Chine, non seulement occupe une place importante, c'est la place la plus importante, puisque c'est presque 40% d'un portefeuille global émergent de GEM Equity. Donc, c'est une pondération absolument importante, hein, parce que dans l'indice, c'est plutôt 30, donc c'est quand même un tiers de plus. Vous évoquez ce ralentissement chinois qui peut inquiéter. Bien évidemment, dès qu'il y a ralentissement, c'est légitime de s'en inquiéter. Ce qui est intéressant de voir en Chine, c'est que la consommation, qui est le moteur et qui devient de plus en plus, j'ai envie de dire presque le deuxième moteur de l'économie mondiale, hein, ou le troisième, disons, si on met les États-Unis, le consommateur américain, le consommateur européen et le consommateur chinois, ce consommateur-là se porte bien. Et ça, c'est quand même fondamental. Il est peu endetté. Il a un revenu je veux dire, discrétionnaire qui est important parce que souvent il a déjà son appartement, il a 2 parents, 4 grands-parents. Souvent, oui, parce que ça, c'est la résultante de la politique de l'enfant unique. Ouais. Donc c'est l'ex-enfant roi devenu adulte, voilà, à qui on a offert son appartement. Dans certains cas, oui. Bien souvent, on a aidé, du moins et qui s'inquiète beaucoup moins, j'ai envie de dire, du futur. D'une certaine manière, ses parents ont été inquiets parce qu'ils ont vécu un environnement beaucoup plus difficile. Ils ont épargné bien plus largement que lui. Lui, effectivement, son environnement, c'est une croissance forte depuis X années en Chine, un environnement que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Donc une certaine insouciance qui lui permet de moins épargner et de plus dépenser. Alors, il dépense plus et il aime bien le luxe. Voilà, là aussi, hein, on est dans un cadre où consommer plus d'un produit usuel, ça n'a pas beaucoup de sens, clairement, quoi. Donc, on va rechercher le produit unique, la sensation unique ou un service particulier. C'est pas forcément un bien de consommation, ça peut être aussi un service. Et de si les grandes sociétés Internet inventent des nouveaux services, inventent un besoin, quoi. Et l'Internet en Chine, c'est extrêmement développé. Absolument, c'est désormais un des plus grands marchés mondiaux. Hein, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. En pourcentage du total des ventes de détail, on atteint quand même 15, 16, 17% des total des ventes de détail faites sur Internet. Hein. C'est 480 millions d'utilisateurs, je crois. Même un peu plus, presque 500 maintenant. Ouais. Et plus de 550 milliards de dollars de revenus d'affaires générés. Ouais. Ouais. Bon, c'est considérable. Donc, l'accès finalement à la consommation de cet ex-enfant roi, qui maintenant est un adulte roi finalement et qui va aller chercher des produits premium, vous le jouez comment? On peut le jouer via un certain nombre de sociétés Internet qui jouent cette consommation premium. On peut le jouer avec des sociétés qui font de l'éducation, qui vendent un service d'éducation, quoi. Parce que cet enfant ou cet adulte roi, entre guillemets, il a 1 ou 2 enfants maintenant, parce que il est possible d'avoir 2 enfants maintenant. Il veut offrir à son enfant ce qu'il y a de mieux, clairement, quoi. Donc donner des cours supplémentaires à son enfant, c'est que la compétition en Chine est quelque chose de très très fort. Donc un service d'éducation payé au prix fort, ça va très bien se passer, je veux dire, même d'un point de vue psychologique, il sera content de payer plus cher parce qu'il aura l'impression de faire plus pour ses enfants. Vous avez trouvé des acteurs ou un acteur qui permet de jouer cette thématique? Une société qui s'appelle New Oriental Education, qui est cotée à New York, hein, qui fait presque 12 milliards de dollars de capitalisation boursière, qui a bien fonctionné l'année dernière, mais qui on estime le potentiel tout à fait élevé. Ce genre de choses, on peut jouer aussi ça dans l'alcool. Il y a ce qu'on appelle le beiju en chinois, qui est un alcool de céréales. Certaines marques sont très réputées. On a des bouteilles de 50 centilitres vendues à 200 €. Oui. Et donc, c'est quand même... on est vraiment dans la premiumisation. On est dans la premiumisation, comme on dit. Alors, la premiumisation, c'est un thème, mais... Est-ce que vous jouez également, d'une façon ou d'une autre, la réduction des capacités de production qui a lieu aujourd'hui en Chine et qui est une tendance de fond? Voilà, absolument. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment deux thématiques différentes. On a parlé de cette premiumisation sur le consommateur. L'élément plutôt sur l'aspect industriel,
qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a un catalyseur. Je veux dire, acheter une société qui fait de l'acier, une société qui fait du charbon, une banque dans un environnement qui ne change pas vraiment, il n'y a pas de catalyseur qui fait que le titre, même s'il est peu cher, il va repartir. Il va gagner plus ou moins bien de l'argent. Si ses prix sont trop élevés, il y a de la concurrence qui arrive. Ce n'est pas un secteur très porteur à moyen long terme. Par contre, si un certain nombre de politiques sur l'offre notamment change la donne, là c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Alors il faut rappeler, on a surinvesti en Chine dans les outils de production industrielle. De manière extrêmement importante. Hein. Oui, au point que beaucoup d'unités de production étaient absolument pas rentables. Absolument, c'est ça. Et donc certaines sociétés sont dans des difficultés non négligeables. Mais alors comment vous jouez ça? Alors, comment tirer parti finalement de quelque chose qui est plutôt de manière indirecte, plutôt négatif. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, dans l'acier, la Chine, c'est quand même 50% de la production de l'acier mondial, quand même. Hein. Beaucoup de surcapacité. Le gouvernement décide de couper des centaines de millions de tonnes de capacité, de l'ordre de presque 10% de la capacité totale. Donc, c'est un impact prix indéniable. Le prix se remonte et donc on a un environnement prix porteur. Il faut acheter un acériste, j'ai envie de dire, un acériste chinois. Le problème en faisant ça, c'est que quand même, les bilans sont quand même très, très endettés dans certains cas. Et même si on achète le leader, quelque part, qui est sans doute le survivant ou un des survivants, cette société qui appartient souvent à l'État ou à une province, on va lui demander quand même peut-être de faire un effort, c'est-à-dire de racheter une usine qui n'est pas très en forme. Et, en gros, tout ça, c'est un jeu qui n'est pas simple pour un investisseur minoritaire comme nous le sommes. Donc moi, je préfère pas acheter vraiment dans le secteur. Je sais que globalement, ce qui se passe, c'est positif, mais je ne sais pas qui va en profiter le plus. En revanche, les banques chinoises qui ont prêté beaucoup d'argent à ces acteurs, certains acteurs vont fermer. Donc ça, pour la banque, c'est une créance qui va à zéro. Hein. C'est plutôt mauvais. C'est plutôt mauvais. Mais à ce moment-là, globalement, on s'est déjà anticipé parce que la créance avant d'aller à zéro, elle a été très douteuse, de plus en plus douteuse, on va dire. Donc ça a été provisionné? Ça a été provisionné, peut-être pas à 100%, mais en grande partie en tout cas, quoi. Donc c'est un sujet qu'on connaît assez bien, en tout cas que les investisseurs connaissent assez bien. Dans un autre cas, quand une entreprise est reprise par une autre société plus solide, plus saine, finalement cette créance douteuse redevient normale. Donc, la banque, face à ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une reprise de provision. Une reprise de provision, c'est un profit, ça va directement dans la ligne dans le plus bas, c'est-à-dire que c'est une augmentation du profit assez claire. Hein. Et là, on n'est pas obligé de se dire quel est celui qui va gagner, quel est celui qui va être repris ou pas. C'est une tendance générale. C'est une tendance générale. Et donc, pour moi, il faut aller chercher une banque d'État. Et alors là, c'est assez exceptionnel pour nous. On n'aime pas trop quand l'État est majoritaire. Moi, je connais votre réticence, je veux dire, quasiment idiosyncratique pour tout ce qui est étatique. Voilà. Absolument, c'est vrai. Quoi. Dans certains cas, c'est jamais très positif parce que l'actionnaire majoritaire qui est l'État n'a pas forcément le même intérêt que nous, qui sommes malheureusement toujours minoritaires, j'ai envie de dire. Mais dans ce cas-là, en fait, le fait que l'État soit au capital de la banque, c'est quand même un réconfort. C'est-à-dire que la banque, on estime qu'elle ne fera quand même pas faillite, quoi. Et que c'est vrai que les deux plus grandes banques chinoises dans lesquelles on a investi, ICBC d'une part et surtout China Construction Bank, le deuxième étant la première valeur de GEM Equity aujourd'hui, parce que c'est plus de 6% de GEM Asia, et la deuxième valeur de GEM Equity à hauteur de 6%. Ces banques-là sont quand même assez solides. Elles ne peuvent pas se recapitaliser tant que le prix n'excède pas l'actif net comptable. Oui, parce que j'allais vous dire, le risque, quand on a passé le mauvais cap, finalement, qu'on a passé le pic des créances douteuses pour une banque, enfin, pour l'actionnaire d'une banque plutôt, c'est que, oui, la banque, ayant tout de même besoin de recapitaliser un petit peu, attendre la remontée... les prémices de la remontée, enfin les premiers moments de la remontée de son cours pour procéder à une augmentation de capital. Souvent pour se redonner des marges. Et donc là, on se reprend une deuxième claque. Pas forcément, parce que quelquefois, on peut se dire ce nouveau capital permettra quand même à la banque d'être dans une situation bien meilleure. Mais quand même, ça dilue quand même le minoritaire d'une certaine manière. Une augmentation de capital, forcément, on est plus personne à table, il faut partager, quoi.
Donc il y a dilution, c'est net, j'ai envie de dire mathématiquement légèrement négatif dans certains cas, voire très négatif. Or, la bonne nouvelle pour les grandes banques chinoises, tant que le prix boursier, le cours de bourse n'excède pas la book value, l'actif net comptable, elles n'ont pas la possibilité de faire cette augmentation de capital. Réglementairement. Réglementairement. Donc on est, j'ai envie de dire, on est protégé jusqu'à une fois la book value. Alors aujourd'hui, on traite les banques chinoises, celle-ci, China Construction Bank, ICBC, traite à 0,85 fois la book value, 85%. Donc on a 16-17% devant nous avant que ce risque apparaisse. Pour autant, est-ce qu'on estime qu'il est présent? On estime quand même que ces deux banques en question sont réellement bien capitalisées en dépit de la taille de leurs créances douteuses. On pense même au-delà de la book value, on pense que le risque de recapitalisation est bas. Ok, donc les banques chinoises, première gagnante indirecte de la réduction des capacités de production, notamment dans l'acier chinois, parce que c'est beaucoup de production d'acier, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que, alors je parle de l'acier parce que on a aussi eu beaucoup d'exportations chinoises. Est-ce que le fait que les capacités de production se réduisent en Chine va avoir un retentissement positif pour un certain nombre d'acteurs émergents qui travaillent sur ces marchés? Alors, c'est un retentissement positif pour les prix. Donc, et le prix de l'acier, c'est un prix, j'en dire presque global, quoi. Donc, c'est positif pour tous les aciéristes mondiaux qui ont un environnement prix qui est meilleur. Un peu moins de capacité globale, forcément, c'est pour les capacités existantes, c'est toujours meilleur. D'autant que les Chinois, qui représentent la moitié de la capacité de production mondiale, ont produit pour eux-mêmes, mais aussi ont exporté, voire à certains moments exporté même très très loin. Alors les premiers pays dans lesquels ils exportent, c'est naturellement les pays les plus proches, comme la Corée par exemple, qui a reçu, je crois que c'est à peu près 26-27% de ses importations d'acier provenaient de Chine. Quand les capacités sont coupées en Chine, l'impact sur les exportations chinoises vers les autres pays est d'autant plus important, quelque part, parce que la Chine exporte à la marge, quelque part. Et donc l'impact sur les aciéristes coréens est paradoxalement presque plus important que sur un aciériste chinois. Et c'est ça qui est intéressant, notamment avec un des plus grands aciéristes asiatiques, qui est POSCO, qui est une société coréenne. C'est Pohang Steel. Pohang Steel. POSCO, c'est le petit nom. Voilà, c'est le petit nom. Et même, on peut même le réduire en PKX US, puisque c'est coté aussi à New York. On peut l'acheter à New York comme à Séoul. Une société dont la qualité des aciers est très très bonne. C'est vraiment des aciers de très grande qualité. C'est comparable aux aciers japonais, qui a subi la concurrence chinoise, peut-être sur ses produits à moindre valeur ajoutée. Mais qui là devrait profiter, qui devrait profiter de cette moindre compétition. Vous nous rappelez la part de la Chine dans vos portefeuilles? 38%, pour être exact. Donc, une certaine confiance. Bruno, merci. De rien, merci.